Porter sur le monde un regard sans haine. S'il y a bien un studio d'animation que le grand public connaît autant que Disney, c'est très certainement le studio Ghibli. Parce que ce studio, fondé dans les années 80, a pu marquer le monde avec des productions comme Le Voyage de Chihiro, Le Château ambulant ou encore Mon voisin Totoro, offrant aux enfants mais aussi aux plus âgés des fables poétiques, riches en thématiques fortes et à l'animation exceptionnelle. Pourtant, si on connaît tous ce studio aujourd'hui, c'est principalement grâce à une production radicalement différente des titres que je viens de citer. Parce qu'en 97 est sorti un film qui a marqué non seulement l'animation japonaise, mais qui a aussi permis au studio de se faire connaître dans le reste du monde. Un film aussi sombre et violent que profondément magnifique, qui a mis en avant des thématiques matures et adultes qui sont d'ailleurs toujours d'actualité aujourd'hui et qui sont extrêmement liées au parcours de son créateur. Un film cri du cœur et surtout un film testament pour ce qui devait être le dernier film de Hayao Miyazaki. Vous êtes sur la chaîne d'Artsup, vous regardez Supa, et aujourd'hui je voulais vous raconter l'histoire derrière ce chef-d'œuvre qui est Princesse Mononoke. Alors avant de parler de Princesse Mononoke, je suis obligé de faire un détour par le parcours de son créateur. Parce que plus que toute œuvre qu'on a déjà pu aborder sur cette chaîne, la création de Mononoke, ça a été un processus intimement lié à la personnalité, mais aussi et surtout à la vision du monde qu'a développé Miyazaki au fil du temps. Et vous verrez que tout ce qu'on va aborder à partir de maintenant, ça va nous servir pour plus tard. Hayao Miyazaki, c'est un japonais né en janvier 41 à Tokyo, qui a passé les premières années de sa vie dans un contexte vraiment pas ouf. Parce qu'avec un pays en pleine guerre contre les États-Unis, le jeune Hayao, il a surtout passé sa petite enfance à fuir de ville en ville pour échapper aux bombardements. Un traumatisme qui va bien évidemment le marquer à vie et qui influencera ses œuvres futures. Et d'ailleurs, sa vie, elle a été encore plus intimement liée à la guerre. Parce que son père, c'était un fabricant de composants pour les avions de l'armée. Ce qui va profondément influencer son fils et qui expliquera pourquoi les avions, ce sera une récurrence dans ses œuvres. Parce que ouais, il y en a vraiment partout. Et après la guerre, le jeune Hayao, il commence à vivre sa vie dans un pays qui se reconstruit. Et il s'intéresse très rapidement aux mangas qui émergent sur l'archipel avec des œuvres comme celle d'Osamu Tezuka. Ces mangas, optimistes et colorés, ils lui permettent de se façonner une vision du monde moins négative que ce que lui ont offert les premières années de sa vie. Et il décide logiquement très tôt de devenir mangaka. Seulement, et vous allez voir que si Miyazaki il est considéré comme un perfectionniste dans l'industrie, ça date clairement pas d'hier. Parce que les premiers dessins de personnages qu'il créait, c'était selon lui de simples copier-coller des travaux de Tezuka. Et il ira même jusqu'à brûler ses créations par honte de ne pas arriver à créer quelque chose d'original. Et ouais, le mec déjà gamin, il était ultra chaud. Et en gros, dès cette époque, le ton est donné. Copier, c'est trahir, et créer, c'est souffrir. Et en parallèle du dessin, c'est aussi le cinéma et surtout le cinéma d'animation qui l'attire, particulièrement après avoir vu au cinéma Le Serpent Blanc, le premier film d'animation en couleur qui va le marquer au fer rouge et le diriger définitivement vers sa future carrière. Alors après l'université, il rentre chez la Toei Animation et il commence sa carrière comme intervalliste. De là, il va travailler sur beaucoup de productions différentes que je détaillerai pas ici, mais le truc important à retenir, c'est qu'il est doué, perfectionniste et force de proposition, et qu'il va rapidement arriver à multiplier les casquettes, à la fois mangaka, illustrateur et même rapidement co-réalisateur. Mais c'est surtout à cette époque qu'il va faire la connaissance d'un certain Isao Takahata, qui est un mec plutôt important parce que c'est avec lui qu'il fondera Ghibli quelques années plus tard. Cette amitié naissante, elle va être renforcée par les idéaux que partagent les deux hommes et qui vont très vite revendiquer. Parce que s'il y a un truc à savoir sur Miyazaki, c'est que c'est un peu un rebelle dans l'âme, et il va très vite s'engager dans des causes sociales, et notamment vis-à-vis de la Toei. Et là, il faut que je vous donne un peu de contexte. En fait, à cette époque, le monde de l'animation, c'est assez infâme. Les contrats sont précaires, les heures à rallonge et surtout, c'est payé à coups de lance-pierre. Et pour agir contre ça, Hayao, il va très vite s'engager dans des manifestations syndicales pour dénoncer ce système. Mais au-delà de ça, le monde de l'animation, c'est un secteur principalement destiné aux enfants, où la production, c'est très majoritairement des séries destinées à la télé, produites à la chaîne, et où le seul intérêt, c'est de vendre des produits dérivés. En gros, il n'y a pas vraiment de place pour la création ni pour la vision d'auteur. Et c'est surtout un système extrêmement mercantile. Et tout ça, ça déplaît beaucoup à Miyazaki. Cette vision qu'il partage avec Takahata, ça va les inciter à quitter la Toei pour travailler dans d'autres studios pour faire petit à petit leur trou et surtout tenter de proposer leur propre vision plus artistique. Mais le vrai tournant dans la carrière du monsieur, il arrive en 85. Parce qu'après avoir pu adapter à l'écran Nausicaa de la Vallée du Vent, un manga qu'il avait créé quelques années plus tôt en collaborant avec un studio nommé Topcraft, Miyazaki, il va connaître son premier vrai succès en tant que réalisateur. Seulement, et sans rentrer dans les détails, mais le système qui est en place à ce moment-là, il valorisait surtout les producteurs. Et ça a fait que malgré le succès du film, les bénéfices pour Miyazaki, ils ont été quasi nuls, et en plus de ça, ça a surtout provoqué la faillite du studio Topcraft. Et là, c'est bon, ça suffit. Cette injustice et ce système, Miyazaki et Takahata, ils en ont marre. Ils en ont marre de cette façon de produire et surtout, ils en ont marre de ce qui est mis en avant dans la majorité des productions. Des titres pour enfants, sans grande profondeur, avec des gentils très gentils et des méchants très méchants. Les deux amis, ils veulent pouvoir proposer autre chose et surtout, ils veulent être libres de créer comme ils l'entendent. Et cette volonté, ça va les amener à prendre un gros risque en sortant du système pour fonder leur propre studio sur les fondations de Topcraft, le fameux studio Ghibli.
Et d'ailleurs, le simple nom du studio, il est assez riche en symbolique. Parce que Ghibli, c'est un mot italien qui signifie le vent chaud du désert. Et avec leur studio, Miyazaki et Takahata, ils veulent justement faire souffler un vent de nouveauté sur l'animation japonaise. Ah oui, et c'est aussi un modèle d'avion italien utilisé dans l'armée pour faire de la reconnaissance. Parce que Miyazaki, les avions, tout ça quoi. Et Ghibli, c'est aussi une façon de faire très particulière pour l'industrie à cette époque. Le studio, il veut pas produire de séries et se concentrer uniquement sur les longs métrages. Et surtout des longs métrages sans financement ni producteur, avec le principe que les recettes de chaque film serviront à financer le suivant. Et ça, ça se faisait pas du tout à l'époque, parce que c'est évidemment ultra dangereux. Et en suivant ses convictions sociales, Miyazaki met également en place un système de travail très différent dans l'industrie, mais aussi dans le pays. En gros, dans le studio, il n'y a pas d'heures sup ni de nuit. Il n'y a pas d'emploi de freelance, mais un véritable contrat de salariat. Mais il y a aussi des projets vraiment novateurs qui vont être mis en place, comme la création d'une crèche pour les employés par exemple. Donc là, vous le comprenez, mais le studio Ghibli, c'est dans le fond comme dans la forme une vraie petite révolution pour son époque et pour son pays. Et en plus de ces évolutions structurelles, c'est bien sûr avec ses productions que le studio va commencer à marquer l'histoire. Et notamment avec la première, Le Château dans le ciel. Cette première production, elle va connaître un petit succès, mais qui sera plus critique que commercial. Et ça va obliger le studio à se lancer dans 2 autres créations en simultané pour rentabiliser. Vont sortir alors la même année 2 titres très différents mais tout aussi marquants. D'un côté, Le Tombeau des Lucioles, un film sombre sur les ravages de la guerre, et de l'autre, Mon voisin Totoro, un film pour enfants qui va devenir un véritable phénomène, qui mettra vraiment en avant le studio aux yeux du public et qui lui assurera des revenus conséquents grâce aux produits dérivés, aux grandes dames de Miyazaki. Parce que faut savoir que le personnage qui donne sa mascotte à son studio, Hayao il peut pas le sentir, parce qu'il trouve la créature trop commerciale. Mais bon, c'est difficile de faire la fine bouche quand c'est ton monstre rondouillard qui assure la survie financière de ton studio. Et donc après ce succès, le studio il va enchaîner les productions. Kiki la petite sorcière en 89, Porco Rosso en 92 ou encore Pompoko en 94. Bon alors là je les ai pas tous cités, mais en gros gardez en tête que le studio il carbure sec et il sort quasiment un film par an. Et en moins de 10 ans, le studio Ghibli il se fait vraiment un nom sur l'archipel, en proposant des productions travaillées, menées par le perfectionniste de son dirigeant, mais aussi très poétiques et surtout très empreintes de thématiques propices à la réflexion, comme la guerre, le passage à l'âge adulte ou encore l'écologie. Le studio Ghibli, dans les années 90, il est vraiment en train de changer le visage de l'animation japonaise sur l'archipel, et c'est un des seuls à proposer des œuvres aussi atypiques. Mais à cette époque qu'on pourrait penser propice et très positive, il se passe un truc. Parce que Miyazaki, lui, il est en train de changer. En fait, il est en colère. En colère contre la société de consommation, en colère contre ses contemporains, et surtout, il est en colère contre lui-même. Et tout ça, ça va l'amener à se lancer dans la création la plus importante de toute sa carrière. Si t'es encore ici, c'est que mon travail te plaît, alors n'hésite pas à liker et à t'abonner pour pas manquer la prochaine vidéo. Et si t'es créatif et que tu songes à te lancer dans des études qui pourraient booster ce talent, je t'encourage à aller faire un tour dans la description pour voir les programmes que propose iArtSup. Parce qu'avant d'être une chaîne YouTube, c'est avant tout une école de création répartie sur 11 campus un peu partout en France, qui propose des cursus ultra complets dans des domaines comme le jeu vidéo, la direction artistique ou encore l'animation. Je te prends pas plus de temps, retour à la vidéo. Bon, là je pense que vous commencez à le comprendre, mais Miyazaki, c'est quelqu'un de très concerné par le monde autour de lui. C'est pas juste un créateur, c'est une personne qui a un regard sur le monde très critique et qui l'impacte autant qu'il l'inspire. Et entre la production de Porco Rosso, qui dépeint des événements inspirés de la guerre en Yougoslavie de 91 qui avait profondément marqué Hayao, et Pompoko, qui parlait de la déforestation de plus en plus présente sur l'archipel et qui en plus de ça avait été un échec commercial, le monsieur souffre d'un sévère syndrome de la page blanche. Et en fait, c'est même plus profond que ça. Hayao, il est marqué par les conflits qui se répandent dans le monde et il est en colère contre son propre pays qui s'ancre de plus en plus dans la société de consommation et qui semble complètement oublier d'où il vient. Mais surtout à cette époque, Miyazaki, il arrive dans sa cinquantaine et il remet en question énormément de choses, et notamment l'impact de ses productions. En gros, il se demande s'il est vraiment arrivé à faire réfléchir les spectateurs ou s'il produit que du simple divertissement un peu différent du reste. Alors il faut bien comprendre qu'à cette époque, Ghibli c'est un studio qui est connu au Japon pour ses productions qui brassent des thématiques fortes, mais il pense pas qu'elles sont assez fortes justement et qu'elles servent surtout de support aux aventures proposées. En gros, pour le dire simplement, il trouve que c'est pas assez impactant. Et toutes ces questions, toutes ces incertitudes qu'il ronge, ça le pousse à prendre une grande décision. Il veut prendre sa retraite. Mais il veut pas juste se retirer comme ça, parce que quitte à partir, autant frapper un dernier grand coup. Miyazaki, il veut pouvoir proposer une dernière œuvre qui forcerait les gens à réfléchir et dans laquelle il pourrait inclure les thématiques qu'il ronge et sa vision du monde sans aucun compromis. Et ce, quoi qu'il en coûte. Ce film, ce sera son film testament, son film bilan, et pour ça, il est prêt à aller loin. Vraiment très loin. Alors il se met au travail. Déjà, son prochain film, contrairement à de nombreuses de ses productions, il sera entièrement inspiré par l'histoire et le folklore japonais. Parce qu'avec ce film, Hayao, il veut surtout parler à son peuple et mettre en avant des réalités contemporaines qui l'insupportent en les mettant en lien avec un imaginaire qui parle aux japonais. Et pour ça, il va imaginer une histoire basée sur une nouvelle qu'il avait écrite quelques années plus tôt, se passant dans l'ère Edo, inspirée en partie des conflits de l'époque où samouraïs et paysans s'entretuaient, et en mêlant ça avec le shintoïsme, la religion la plus répandue au Japon, qui fait la part belle aux esprits et aux dieux.
Et c'est comme ça qu'avec ses équipes, Miyazaki va se lancer dans la production la plus importante de toute sa carrière, Princesse Mononoke. Dans un Japon médiéval fantastique, Ashitaka, un jeune prince, se voit maudire par un sanglier gigantesque qu'il a dû abattre pour protéger son village. Cette malédiction, qui se propage petit à petit et qui pourrait finir par le tuer, l'oblige à quitter son village pour chercher une solution en partant vers l'ouest. Arrivé là-bas, il découvre une forêt sacrée, déchirée par une guerre entre les humains d'une cité minière, dirigée par la redoutable dame Eboshi, et les esprits de la nature, menés par une jeune femme élevée par les loups du nom de San, la princesse Mononoke. Pris entre ces conflits entre deux mondes, Ashitaka va tenter de comprendre les motivations de chacun pour éviter une destruction totale des deux camps. Bon alors évidemment, comme d'habitude, je vous pose juste le pitch de départ et j'irai pas plus loin pour éviter tout spoil. Mais la première chose qu'on peut dire sur le film, c'est que c'est putain de magnifique. Et si le soin mis dans les détails et les décors est chose commune pour le studio, là on est vraiment dans un tout autre niveau. Parce que pour ce film, Hayao, il a voulu donner dans l'ambition démesurée. Déjà, il a amené ses équipes dans l'ancienne forêt de Yakushima pour qu'elles s'en inspirent et prennent des photos et vidéos, pour retranscrire le plus fidèlement possible l'ambiance de ces forêts restées loin de la main de l'homme. Mais au-delà de cet exemple de recherche du détail et de la crédibilité, c'est dans la production qu'on ressent toute la démesure du projet. Parce que le film, il a nécessité pas moins de 144 000 celluloïdes pour être réalisé, soit 2 fois plus que les autres films d'animation du studio. Mais aussi une utilisation de la 3D assez importante pour certaines séquences afin de fluidifier au plus possible l'animation à l'écran. Et d'ailleurs, le film, en plus des gros chiffres, faut savoir qu'il est vraiment à part dans sa production. Parce que c'est Miyazaki lui-même qui a réalisé les storyboards en les dessinant petit à petit, un peu comme on crée un manga, sans avoir aucune idée de comment se terminerait le métrage jusqu'à 1 mois avant la sortie du film. Princesse Mononoke pour son époque, c'est une vraie anomalie, et surtout un véritable gouffre financier. Parce que le budget total englouti par le projet, il va dépasser les 2 milliards de yens. Ce qui en fera le film le plus cher non seulement du studio, mais aussi de son époque. Et ça va sérieusement mettre Ghibli en difficulté financière. En gros, avec Mononoke, le constat est simple. Si le film est un échec, ça signifie la fermeture du studio. Tout simplement. Mais comme l'a dit Miyazaki lui-même dans plusieurs interviews, si le studio ferme, je m'en fous. Ouais, donc là, on pourrait se dire que le monsieur, il part très légèrement en non? Mais attendez, parce que ça, c'est vraiment que le début. Il y a une chose importante à comprendre. Le développement du film, ça a été un véritable enfer, en très grande partie à cause de Miyazaki. Parce que connu comme étant la plupart du temps calme et avenant, le réalisateur, il est devenu pendant cette période un véritable tyran. Perfectionné jusqu'à un niveau assez indécent, il n'hésitait pas à acheter des storyboards entiers, qu'ils soient de sa main ou celle d'animateur, pour qu'il recommence à zéro. Les équipes, contrairement à ce que le studio avait mis en place quelques années plus tôt, ont dû parfois travailler 24 heures sur 24 dans une pression et un niveau d'exigence jamais vu. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, Miyazaki, c'est l'ombre de lui-même. Il est obsédé par le projet, il fume 3 paquets de clopes par jour et il tape des moves vraiment chelous, en disparaissant parfois pendant des jours entiers sans aucune explication et en revenant comme une fleur, ou en tapant des crises de colère ultra hard contre ses employés pour revenir quelques minutes après en pleurant et en s'excusant. Clairement, on sent que Miyazaki, entre sa volonté de faire un film différent, la pression qu'il mettait à lui-même et ses équipes, et les frictions vis-à-vis du budget qui mettait en difficulté tout le studio, il s'est transformé en une personne vraiment abominable. Et cette période de production, elle sera tellement compliquée à vivre qu'elle va être baptisée par les employés l'enfer Mononoke. Et elle poussera même plusieurs membres à quitter le navire pour s'éloigner de cette ambiance ultra toxique. Dites-vous que la musique du film, elle a dû être composée en seulement quelques semaines, parce que le scénario n'a été bouclé lui aussi que quelques semaines avant la sortie du film. Et Miyazaki, il a pas arrêté de modifier des choses jusqu'à la dernière seconde où ça a été possible. Bref, dire que Princesse Mononoke est née dans la douleur, c'est clairement un euphémisme. Et en plus, avec ce film, Miyazaki, il a renié pas mal de choses qu'il avait mis en place dans son studio, et qui en faisaient un modèle de progressisme pour son pays et pour son époque. Mais du coup, pourquoi Miyazaki, il a pété un cap comme ça? Pourquoi devenir l'antithèse de lui-même pour un film? Et ça, c'est ce qu'on appelle littéralement la folie créative. Parce qu'avec Mononoke, Miyazaki, il a voulu raconter tout ce qu'il avait sur le cœur. Il a voulu montrer toutes les réalités du monde qui le choquaient, et il voulait dénoncer des choses qu'il voyait chez ses semblables, et arriver à se faire comprendre à tout prix, quitte à presque en devenir fou et esclave de son propre projet. Princesse Mononoke n'est pas un Ghibli comme les autres. Déjà vis-à-vis de sa production assez effroyable comme je viens de vous le raconter, mais aussi et surtout vis-à-vis du film lui-même. Ok, les productions Ghibli jusqu'à présent, si on met de côté Le Tombeau des Lucioles, qui était une adaptation d'une nouvelle semi-autobiographique, c'est des œuvres destinées majoritairement aux enfants. Et même si elles traitent de thèmes parfois assez compliqués, comme la guerre, ils sont drivés par un certain optimisme et vers une certaine recherche de la réflexion en faisant passer les thèmes difficiles en toile de fond. Pas dans Princesse Mononoke. Parce que le film, contrairement aux autres productions du studio, il est sombre et très violent. Dans Mononoke, on décapite, on démembre et surtout on montre la réalité des conflits dans toute son horreur et rien ne nous est épargné. Et cette violence, elle n'est pas là pour choquer gratuitement, mais elle est plus présente pour la symbolique. Parce que au cas où vous le saviez pas, non, on peut pas décapiter quelqu'un avec une simple flèche. Et vous remarquerez aussi qu'il n'y a pas des effusions de sang en mode torture porn. Ce choix artistique, il est réfléchi et choisi. Et il est surtout là pour nous montrer la fragilité de la vie humaine.
Et donc Mononoke, c'est le premier film original du studio qui n'est pas pensé pour être montré aux enfants. Parce que c'est bien aux adultes qui s'adressent, pour leur mettre sous le nez des thématiques et des problématiques complexes, mais aussi leur permettre de réfléchir sur ces mêmes thématiques. Qu'on se comprenne bien, le film, il n'est pas violent gratuitement. Jamais. Et il arrive même à alterner avec brio des scènes qui sont juste magnifiques et très poétiques. Mais au-delà du spectacle visuel incroyable qu'il propose, le film, il se sert justement de cet écart pour parler aux spectateurs et mettre en avant les thématiques invoquées. Et les thématiques dans Mononoke, elles se bousculent. Déjà, on a le féminisme, avec des personnages comme Dame Eboshi ou tout simplement San, qui sont des personnages centraux de l'intrigue, mais surtout des personnages de femmes fortes et importantes. Mais c'est pas les seuls. Parce que la cité minière, c'est une ville qui comporte un très grand nombre d'anciennes prostituées, recueillies par Dame Eboshi et qui sont toutes dépeintes comme des femmes très drôles, combatives et surtout qui se moquent assez régulièrement des mecs. Et rien que ça, le féminisme, même si c'est une constante chez Ghibli de mettre au premier plan des femmes fortes et ce, dès Nausicaa, dans Mononoke, c'est vraiment à un autre niveau. Mais ça, c'est vraiment juste la base. Parce qu'un des thèmes importants traités dans le film, c'est bien évidemment celui de l'écologie. Un thème lui aussi mis en avant dans d'autres productions du studio, mais qui est ici retranscrit avec une froideur et une réalité bien dure, matérialisée par les esprits de la nature qui se meurent petit à petit au fur et à mesure que les hommes prennent leur territoire, et qui est mis en contraste avec la beauté de Mère Nature mise en avant par la production. Et si on n'avait que ces deux thématiques, on serait déjà devant un film qui est assez bavard, et qui n'aurait pas à rougir de se prétendre d'être une œuvre sérieuse qui traite de problématiques actuelles. Sauf que Princesse Mononoke, il se contente vraiment pas de ça. Parce que le vrai thème qui parcourt toute l'œuvre, c'est celui du conflit. Dans Princesse Mononoke, le conflit est absolument partout. Déjà entre les esprits de la forêt et les hommes, bien sûr, mais pas seulement. Parce que même au sein de ces deux factions, les choses sont pas aussi simples. La cité minière de Dame Eboshi doit, en plus de combattre les esprits de la forêt, livrer bataille avec des samouraïs qui veulent récupérer ses terres. Et du côté des esprits, les différentes races, elles sont elles-mêmes en conflit sur la façon dont elles peuvent se débarrasser des humains. Et avec tout ce contexte et ce background, Miyazaki, il veut montrer que tout n'est pas aussi simple que dans un Disney. En gros, il n'y a pas les méchants d'un côté et les gentils de l'autre, et tout est plutôt une affaire de point de vue. Parce que, pour l'exemple, même si Dame Eboshi est dépeinte comme une personne qui veut littéralement conquérir le monde, c'est aussi une femme qui a recueilli massivement des prostituées et des lépreux pour leur offrir une vie plus agréable, qui est profondément aimée par les membres de sa cité et qui veut par-dessus tout assurer leur sécurité. Et du côté de la forêt, San, elle cherche simplement à défendre son territoire, et elle est prête à tout pour ne plus voir d'autres animaux mourir. Alors c'est extrêmement compliqué de vous parler du film sans spoiler, mais il faut garder en tête une chose. Le film, il présente jamais un personnage comme étant totalement bon ou totalement mauvais, et il joue surtout sur le point de vue et sur les idéaux de chacun pour justifier leurs actes qui mènent à ce conflit absurde. Mononoke, c'est une fable complexe, qui comme on l'a vu, brasse énormément de thèmes forts, mais contrairement à ce qu'on peut lire parfois sur internet, le film n'est absolument pas centré sur l'écologie. Alors il en parle bien sûr, ne serait-ce qu'avec cette confrontation homme-industrie et nature ancienne, mais c'est clairement pas le thème le plus important, parce que ce que veut dénoncer Mononoke, c'est le conflit. Et plus que ça, il veut parler de ce qui naît de ces conflits, à savoir la haine. Parce que chaque protagoniste, chaque faction est animée par la haine de l'autre. Une haine qui est née d'un conflit qui dure depuis bien trop longtemps et qui prend ses racines dans ce que veulent chaque faction, à savoir survivre. La haine, elle est aussi présentée et matérialisée dès le début du film, avec la malédiction d'Ashitaka, qui lui donne plus de force physique, mais qui en contrepartie le détruit petit à petit, et qui finira par le tuer s'il ne trouve pas de solution. Le film, il montre la pente descendante que prend le point de vue des différentes factions qui n'ont pas les mêmes objectifs, amenant à des incompréhensions, puis au conflit, et enfin à la haine. La haine qui aveugle, qui rend beaucoup plus simple le combat, mais qui évidemment ne peut amener qu'à plus de destruction. Et ce qui est encore plus absurde avec ce thème, c'est que dans le film, chacun a le même but, survivre, qui est d'ailleurs très souvent le postulat de base de n'importe quelle guerre à travers l'histoire. Et comme certaines guerres, le film montre que la finalité fera non seulement des victimes dans les deux camps, voire bien pire, à l'image du climax du film. Princesse Mononoke, c'est pas une œuvre strictement positive ni strictement négative. C'est une œuvre qui met en avant la dure réalité du monde dans lequel on vit, où il est très rarement question de gentils et de méchants, mais de points de vue divergents qui amènent les uns ou les autres à diaboliser l'adversaire pour aller au combat plus facilement. Et c'est ça que Miyazaki a voulu dénoncer dans son œuvre, cette vision amère d'un monde qui n'est plus capable de communiquer et qui préfère sortir les armes pour se faire comprendre. Princesse Mononoke, c'est un bilan de notre monde, qui illustre à la fois toute sa beauté et tous les mauvais choix qu'on peut prendre pour le détruire et se détruire. Et si ce film a été le premier à être distribué en dehors du Japon et faire connaître le studio à l'international, ce qui va motiver Miyazaki à finalement continuer et nous offrir des chefs-d'œuvre comme Le Voyage de Chihiro ou Le Château ambulant quelques années plus tard, c'est aussi devenu le film le plus rentable de son époque. Et encore aujourd'hui, il tient la 9e place dans l'histoire du box-office japonais. Et personnellement, je pense que si ce film a autant marqué le monde, c'est pas juste parce qu'il est magnifique, que son OST est inoubliable et que les thématiques sont fortes et marquantes. Si ce film a autant marqué le monde, c'est parce qu'il débarquait quelques années après Akira, mais surtout Ghost in the Shell, qui lui aussi posait des questions qui sont intemporelles et surtout qui transcendent les frontières. Princesse Mononoke, c'est un exemple de plus aux yeux du monde que l'animation japonaise peut être un reflet de notre humanité et nous mettre sous le nez nos propres contradictions de manière universelle. Et en 2025, je trouve que ce film, un peu comme Ghost in the Shell d'ailleurs, il est toujours d'actualité. Parce que notre monde, c'est une véritable poudrière. Et on le voit avec les conflits armés qui ne cessent d'agiter notre petite planète bleue, mais aussi avec les conflits sociaux et sociétaux qui se répandent de plus en plus sur Internet ou dans les rues. Le conflit, il est partout et de plus en plus présent dans notre quotidien.
Et ce qu'on voit chaque jour, c'est que ce que montre Mononoke se répète encore et toujours, avec la haine qui atteint un niveau jamais vu aujourd'hui, quel que soit le camp, qu'il soit politique ou social. Mais si Mononoke est un film aussi important, c'est parce qu'il propose aussi une solution pour lutter contre la haine. Une solution incarnée par Ashitaka, qui tente tout au long du film de comprendre les deux camps pour essayer de trouver une issue, et qui est incarnée par une phrase que vous avez entendue au tout début de cette vidéo. Mononoke, contrairement à ce qu'il présente, peut être un film optimiste si on arrive à comprendre le message de Miyazaki. Et plus que ça, c'est un film qui doit être transmis. Aujourd'hui plus que jamais. Et au-delà de cette vidéo, qui me permet de vous transmettre les messages de l'œuvre pour que vous puissiez vous aussi vous y intéresser, et revoir le film pour préparer cet épisode, ça m'a fait me rendre compte que j'ai aussi un travail plus personnel à faire. Parce que j'ai un fils, qui aujourd'hui est encore tout petit, mais qui va faire partie de cette génération qui va être confrontée de plus en plus à cette haine et à ces conflits. Et je suis sûr maintenant que quand il sera prêt, je lui montrerai Mononoke. Je lui parlerai du parcours de Hayao Miyazaki et des messages forts qu'il a voulu transmettre à l'humanité. Et je pourrai être présent à ses côtés pour lui expliquer tout ce que veut raconter l'œuvre, de la beauté de la nature et de notre monde, aux conflits qui noircissent le cœur des hommes. Ça, ce sera mon travail. Et le sien, ce sera de réfléchir sur ce que raconte le film, sur l'universalité de ses thèmes et les mettre en lien avec le monde autour de lui. Et peut-être qu'avec suffisamment de recul et de sagesse, il arrivera, comme Ashitaka, à porter sur le monde un regard sans haine. کسی فکر کسی نیست غم نخور که خبری نیست قصه